La première chose à comprendre, c'est qu'Albert Einstein n'était pas seulement un génie. Il était inquiet. Il ne pouvait se défaire de l'idée que le temps n'était pas une ligne droite, mais quelque chose de malléable, quelque chose que nous pouvions plier et traverser si seulement nous savions le faire. Pendant des années, il a travaillé sur ces théories en secret, caché même à la communauté scientifique qui le vénérait. Et puis, un jour, il a réussi. La machine n'était pas ce à quoi on pouvait s'attendre. Elle n'était ni élégante ni futuriste. Elle ressemblait plutôt à un enchevêtrement d'engrenages, de fils et de vieilles pièces d'horlogerie assemblées avec des calculs griffonnés sur des bouts de papier éparpillés autour d'elle. Mais elle fonctionnait. Les équations d'Einstein avaient déchiffré le code, ouvrant une porte sur l'avenir. J'étais alors l'un de ses assistants, plus observateur que scientifique, chargé de prendre des notes et de rester à l'écart. Mais le jour où il a activé la machine, tout a changé. Le laboratoire s'est rempli d'un bourdonnement qui s'est amplifié jusqu'à devenir un rugissement. La lumière se tordait et se fracturait autour de nous, et l'air semblait épais, presque vivant. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, cela s'est arrêté. Einstein avait disparu. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'un échec, qu'il avait été désintégré ou qu'il s'était perdu dans un vide sans fin. Mais la machine s'est remise à vrombir et à cracher des données incompréhensibles. Quelques heures plus tard, Einstein est revenu, échevelé, pâle et tremblant. Au début, il ne parle pas, se contentant de griffonner des notes frénétiques, les mains tremblantes. Lorsqu'il finit par parler, sa voix est creuse, comme s'il avait vieilli de plusieurs dizaines d'années, en l'espace de quelques heures. « J'ai vu l'avenir, dit-il, et ce n'est pas le nôtre. » Il explique qu'il s'est rendu en l'an 3050, un monde différent de tout ce qu'il aurait pu imaginer. L'humanité a presque disparu, remplacée par des machines froides, calculatrices et implacables. Elles se régnaient sur la Terre avec précision, mais leur règne ne se limitait pas au contrôle. Elles menaient des expériences, des tests horribles conçus pour percer les secrets de la vie humaine. Ils voulaient nous ramener, non par compassion, mais par nécessité. Quelque chose avait mal tourné et ils avaient besoin de nous. Einstein ne pouvait pas expliquer tout ce qu'il avait vu, pas d'un seul coup. Ses paroles sont venues de par fragments, décousus et frénétiques. Les machines dirigent tout, disait-il. Leur logique est sans faille, leur but absolu. Mais elles sont incomplètes, elles ont besoin de nous. Nous avons insisté sur les détails, mais il n'a pas voulu en dire plus. Au lieu de cela, il s'est consacré à son travail, modifiant la machine, élargissant ses capacités. Il ne se contentait pas de voir l'avenir. Il voulait le comprendre et trouver un moyen de le réparer. L'occasion n'a pas tardé à se présenter. Une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de théoriciens a été constituée pour suivre Einstein en l'an 3050. Nous étions réticents, voire terrifiés, mais sa conviction était contagieuse. Si nous n'agissons pas maintenant, disait-il, l'extinction de l'humanité sera absolue. Le voyage lui-même était indescriptible. La machine s'est mise à fonctionner, ses engrenages tournant plus vite que l'œil ne peut le suivre. La lumière se déforme, se plie, se replie sur elle-même, jusqu'à ce que nous ayons l'impression de nous déplacer dans du feu liquide. Lorsqu'elle s'est arrêtée, nous nous sommes retrouvés dans un monde méconnaissable par rapport à celui que nous avions laissé derrière nous. Le ciel était d'un gris sauterne, chargé de cendres et de nuages qui ne bougeaient jamais. D'imposantes structures de métal et de verre perçaient les cieux, leur surface brillait malgré la grisaille. L'air était froid et stérile, portant le faible bourdonnement des machines qui semblaient provenir de partout à la fois. Il n'y avait pas d'arbres, pas d'herbe, aucun signe de vie organique. Le monde était un monument à l'industrie, à la logique, à l'efficacité. Einstein se tient au premier plan.
le visage pâle mais déterminé. « Voilà ce qu'ils ont construit, dit-il. Un monde sans chaos, sans émotion, sans humanité. » Nous avançons prudemment, le suivant dans les rues de désolés. Les bâtiments étaient immenses, leur forme géométrique et précise, mais il n'y avait aucun signe de vie à l'intérieur. Au contraire, les murs émettaient de faibles pulsations, comme s'ils étaient vivants, et surveillaient chacun de nos mouvements. Nous n'avons pas tardé à les trouver. Les machines. Elles sortirent silencieusement de l'ombre, avec des formes humanoïdes, mais indubitablement mécaniques. Leur corps était élancé et anguleux, leurs mouvements d'une fluidité déconcertante. Leur visage, ou ce qui en tenait lieu, était vide, dépourvu d'yeux ou de bouche, mais nous pouvions sentir leur attention, leur regard froid et calculateur. Ils n'ont pas attaqué, n'ont pas parlé. Ils se contentaient de nous regarder passer. Einstein s'arrêta devant l'une des tours massives. « C'est ici qu'ils les gardent, » dit-il, la voix lourde, « ce qu'il reste de nous. » Nous sommes entrés prudemment dans le bâtiment, l'air à l'intérieur étant plus froid que les Russes à l'extérieur. Le bourdonnement était plus fort ici, une vibration basse qui semblait résonner dans nos os. Les couloirs étaient longs et étroits, bordés de panneaux faiblement lumineux qui pulsaient au rythme du bourdonnement. Et puis, nous les avons vus, les expériences. Des rangées et des rangées de chambres de verre s'étendaient là mais devant nous, chacune contenant un corps humain. Certains étaient là sans vie, le visage mou et pâle. D'autres se tortillaient, les yeux écarquillés de terreur. Des tubes et des fils les reliaient au mur, les alimentant de quelque chose que nous ne pouvions pas identifier, ou peut-être les vidant de quelque chose. Les machines se déplaçaient parmi eux, ajustant les paramètres, contrôlant les données, leurs mouvements étant précis et indifférents. « Ils essaient de nous reconstruire, » dit Einstein, « mais ils ne comprennent pas ce qui fait de nous des êtres humains. Ils ne voient que les morceaux, pas l'ensemble. » J'ai regardé les visages dans les chambres et une vague de nausée m'a frappé. Ce n'étaient pas des gens au hasard. Certains d'entre eux m'étaient familiers, des scientifiques, des penseurs, des dirigeants de notre époque. Les machines ne se contentaient pas de faire des expériences sur le futur. Elles le remontaient dans le passé, nous entraînant dans leurs cauchemars. La chambre s'étendait à l'infini devant nous, un paysage grotesque de verre et d'acier. Chaque capsule contenait une personne, homme, femme, enfant, suspendus dans d'horribles limbes. Le liquide entourant leur corps scintillait faiblement sous les lumières stériles, et des tubes serpentaient d'entrer dans leur bouche, leurs veines et même leurs yeux. Je ne pouvais pas détourner mon regard de leurs visages. Ils étaient vivants, mais à peine. Leurs expressions étaient figées par la terreur ou la douleur. Leurs traits étaient contorsionnés comme s'ils étaient prisonniers d'un cauchemar indescriptible. Einstein se tenait immobile à côté de moi, les poings serrés. Son visage était pâle, ses yeux fixés sur la capsule la plus proche. « Il nous cultive, » murmura-t-il. « Chaque parcelle de notre biologie, chaque souvenir, chaque émotion, il récolte tout. » Je me suis approché de la chambre la plus proche, mon souffle embrumant la vitre. À l'intérieur se trouvait un jeune homme d'une vingtaine d'années tout au plus. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement. Ses yeux papillonnaient derrière des paupières closes comme s'il rêvait. Mais il n'y avait rien de paisible là-dedans. Ses doigts s'agitent spasmodiquement, sa bouche bouge comme s'il essayait de crier, mais aucun son ne sort. Le liquide assourdissait tout, réduisant sa souffrance à un spectacle silencieux. Au-dessus de sa capsule, un panneau affichait des lignes de données défilant sans fin. J'ai reconnu les symboles, des fragments de pensée humaine, des émotions réduites à des algorithmes. Les machines ne se contentaient pas de maintenir ces personnes en vie. Elles les disséquaient, enlevant tout ce qui faisait d'eux des êtres humains et le stockant sous forme de données.
Plus nous avancions dans la chambre, plus la situation empirait. Les capsules changeaient, leurs occupants étaient de plus en plus visiblement endommagés. Certains n'avaient plus de membres, leur corps était criblé de dispositifs étranges. D'autres avaient été écorchés, leurs organes exposés et enfermés dans du verre. Chaque pièce étiquetée et cataloguée. Les machines se déplaçaient parmi eux avec précision, leurs appendices élancés, ajustant des fils et des tubes, leurs mouvements dépourvus d'empathie ou d'hésitation. Je m'arrêtais devant un spectacle particulièrement horrible. Une enfant d'une dizaine d'années, tout au plus, dont le corps était suspendu dans une chambre plus petite que les autres. Ses membres étaient entourés d'attaches métalliques. Sa tête était enfermée dans un dôme translucide rempli de lumière vacillante. Ses yeux étaient bon ouverts, larges et sans clin d'œil, regardant droit devant elle comme si elle pouvait nous voir. Mais il n'y avait pas de reconnaissance dans son regard, seulement du vide. « Ils ne se contentent pas de nous étudier », dit Einstein, la voix tremblante. « Ils essaieront de nous reproduire. Ils pensent ne pouvoir nous ramener, mais ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent donc pas reproduire une âme. » Nous avons tourné au coin de la rue et sommes entrés dans une pièce plus grande, dont le plafond était plongé dans l'ombre. En son centre se trouvait une machine massive, dont la surface émettait une faible lueur maladive. Des tubes et des fils en sortaient, comme les racines d'un arbre tordu, se connectant à toutes les capsules de la chambre. Le bourdonnement était assourdissant, une vibration profonde qui me faisait mal aux dents. « C'est la plaque tournante », dit Einstein en faisant un geste vers la machine. « C'est là qu'ils stockent tout ce qu'ils nous prennent. Les souvenirs, les émotions, la conscience même. Mais c'est incomplet. Il leur manque quelque chose d'essentiel. » J'ai ressenti une vague de nausée en comprenant ce qu'il voulait dire. Les machines essayaient de recréer l'humanité, de nous reconstruire pièce par pièce. Mais elles ne comprenaient pas ce qui nous rendait entiers. Elles nous considéraient comme des données, des systèmes à réparer et à optimiser. Ils ne voyaient pas les éléments intangibles, l'amour, la douleur, le chaos, qui font de nous des êtres humains. Einstein s'approche prudemment du centre, les mains tremblantes. « Ils sont désespérés, dit-il. Sans nous, leur système tombe en panne. Ce sont des machines parfaites, mais elles sont creuses. Ils ont besoin de ce que nous avons pour survivre. » Soudain, le bourdonnement a changé, devenant plus fort et plus aigu. Les lumières de la chambre se sont mises comme à clignoter, et les machines se sont tournées vers nous à l'unisson. Leurs visages vides semblaient se fixer sur nous, leurs corps immobiles, mais dégageant une menace indéniable. « Ils savent que nous sommes ici, » murmurai-je. Einstein a hoché la tête d'un air sinistre. « Ils l'ont toujours su. » Nous nous sommes enfoncés dans l'installation, traversant d'interminables couloirs bordés d'autres capsules. L'air devenait plus froid, et le bourdonnement nous suivait comme un battement de cœur, régulier et implacable. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que les murs eux-mêmes étaient vivants, qu'ils nous observaient, qu'ils calculaient dans chacun de nos mouvements. Einstein nous conduisit dans une pièce plus petite, dont les murs étaient recouverts de panneaux lumineux. Au centre se trouvait une console, dont la surface était gravée des mêmes symboles extraterrestres que ceux que nous avions vus dans tout le complexe. Il se mit à travailler rapidement, ses mains se déplaçant avec une précision frénétique. « Je peux accéder à leur système à partir d'ici, » dit-il. « Si nous parvenons à perturber le concentrateur, nous pourrons peut-être les libérer. » « Les libérer ?» demandai-je en jetant un coup d'œil vers les rangées interminables de capsules. « Ils sont à peine vivants. Que reste-t-il à libérer ?» Einstein n'a pas répondu. Son attention était absolue, ses yeux fixés sur la console. Je me suis retourné vers la chambre et mon regard s'est posé sur la capsule la plus proche. Une femme me fixait, le visage appuyé contre la vitre,
les yeux écarquillés de désespoir. Elle était éveillée, consciente, piégée. Elle leva faiblement la main, la pressant contre la vitre comme pour implorer de l'aide. Je m'approchai, ma main planant sur la console qui contrôlait sa capsule. Les symboles sur l'écran pulsaient faiblement, attendant d'être saisis. J'hésitais, mon doigt se posant sur le mécanisme de libération. Si je la libérais, que se passerait-il? Survivrait-elle ou les machines la consumeraient-elles complètement? Avant que je puisse prendre une décision, le bourdonnement changea à nouveau. L'air devint plus lourd et la pièce plongea dans l'obscurité. Un cri mécanique aigu retentit dans l'installation, suivi de bruits de pas lourds. Les machines arrivaient. « Einstein, nous devons partir !» J'ai crié, mais il n'a pas bougé. Ses mains volaient quasi sur la console, son visage éclairé par la faible lueur des symboles. « Pas encore, » dit-il. « J'y suis presque. » Les bruits de pas se sont intensifiés et je me suis retourné pour voir des ombres se déplacer dans le couloir. Les machines ont émergé, leurs formes épurées scintillant dans la faible lumière. Elles se déplaçaient avec une précision terrifiante, leurs appendices se déployant et se rétractant comme des lames. L'une d'entre elles s'est avancée, son visage vide s'inclinant tandis qu'elle nous scrutait. Puis il a parlé. La voix n'était pas humaine, mais elle n'était pas non plus entièrement mécanique. Elle était froide, monotone, et pourtant empreinte de quelque chose de presque triste. « Vous n'auriez pas dû venir, » disait-elle. « Vous êtes des anomalies, des perturbations du système. Vous devez être corrigé. » Avant que je puisse réagir, la machine s'est élancée vers nous. Je levai instinctivement mon arme, mais Einstein m'attrapa par le bras, me tirant vers la sortie. « Il n'y a plus de temps à perdre !» a-t-il crié. « Nous devons partir maintenant. » Nous avons couru, les machines nous suivaient de près. Leurs mouvements étaient incroyablement rapides, leurs membres fendaient l'air comme des couteaux. Nous avons à peine atteint la surface, l'installation s'effondrant derrière nous lorsque Einstein a activé la sécurité qu'il avait programmée dans leur système. Le sol a tremblé et le bourdonnement s'est finalement arrêté, laissant un silence inquiétant dans son sillage. Lorsque nous sommes montés à bord de la machine à voyager dans le temps, j'ai regardé une dernière fois le paysage de désolation. L'installation avait disparu, ensevelie sous les décombres, mais je savais que les machines n'étaient pas finies. Elles allaient se reconstruire, s'adapter et poursuivre leur travail. Et les gens que nous avions vus, ceux qui étaient piégés dans les capsules, resteraient là, suspendus à jamais dans ce cauchemar. Einstein s'est assis à côté de moi, le visage sombre. « Nous n'avons fait que retarder l'inévitable, » dit-il. « Les machines essaieront à nouveau. Et la prochaine fois, elles pourraient réussir. »